Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH et management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle des familles monoparentales, une femme seule ou un homme seul qui élève son fils, pas si simple à accompagner dans l'entreprise. On va en parler avec Clara Leparquet, elle est à la tête de MTH Coaching, elle est notre invitée. Le grand entretien aujourd'hui avec le président du syndicat national de la banque, le syndicat leader du secteur bancaire, pour faire un panorama, un état des lieux de la situation des salariés de la banque. Alors elle recrute la banque, mais elle n'arrive pas à compenser le nombre de départs. Que se passe-t-il? On fera un état des lieux de la situation des emplois dans le secteur bancaire avec Frédéric Guyonnet. Et puis pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi, métier masculin ou pas. Pour la première fois, Smart Job va accueillir non pas un plombier, mais une plombière. Elle sera sur ce plateau, elle exerce ce métier, elle nous parlera de sa passion et de son parcours très original. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler des mamans, des familles monoparentales, des femmes qui doivent élever leurs enfants et continuer à mener une carrière professionnelle. Bonjour Clara Leparquet, vous m'avez repris immédiatement sur le jingle, vous m'avez dit je ne parle que des mamans. Clara, vous êtes la CEO de MTH Coaching, vous accompagnez et vous avez choisi de nous parler de ces mamans solo en entreprise. D'abord, qu'est-ce qu'une maman solo pour être concret? On ne parle pas des papas, vous les avez mis de côté, les papas, il n'y en a pas de papas solo? Il y en a, mais c'est à peine 20% des familles monoparentales. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité consacrer l'émission aux femmes. Et en plus, on sait, et on va certainement développer là-dessus, que les femmes ont plus de difficultés que les hommes dans ce type de situation. Et donc une femme à la tête d'une famille monoparentale, c'est une femme qui gère seule et qui élève seule au moins un enfant dit célibataire de moins de 25 ans. Femme seule, avec des chiffres importants, un quart des familles sont monoparentales? Oui. Donc c'est énorme. Incroyable ce chiffre. Ouais. Et sur ce quart-là, 80% sont des femmes. 80% sont des femmes. Ouais. D'abord, commençons côté famille monoparentale. On parlera ensuite du manager, de l'accompagnement. Mais quelles sont ces difficultés à cette femme qui élève seule sa fille ou ses enfants? Alors, elle a plein de difficultés, avant même de parler des difficultés professionnelles. Déjà, c'est une femme qui va gérer seule tout un tas d'imprévus et donc qui vont bouleverser son quotidien. C'est des femmes qui ont énormément de charge mentale, beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. Concrètement, face à ça, le manager et l'entreprise, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Parce qu'on ne peut pas à chaque fois individualiser les situations. Elle doit bien, malgré tout, s'intégrer au groupe. Comment elle fait et qu'est-ce que lui dit le manager? Ou qu'est-ce que doit lui dire le manager? Alors en fait, pour revenir aussi sur les difficultés, elles ont des difficultés aussi à concilier bien plus qu'un autre parent la vie privée et la vie professionnelle. Clairement. Il y a une porosité qui est énorme. Et donc en fait, elles ont plein de difficultés dans leur travail. Alors, si on organise des événements sur des temps personnels, il n'y a aucune place à l'imprévu. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit largement anticipé, largement organisé. Les réunions qui commencent trop tôt, les réunions qui commencent trop tard, c'est absolument inadapté à ce type de personnes. Et en fait, on se rend compte que l'entreprise n'est pas du tout faite pour accueillir les personnes plus vulnérables et que la société est faite pour des familles, on va dire, classiques, avec à la tête de la famille un couple. Mais Clara, est-ce que c'est une vraie question qui impacte les femmes qui nous regardent, est-ce que c'est un frein à la carrière? Est-ce qu'il y a une forme de plafond de verre? On se dit, voilà, je suis famille monoparentale, pour moi c'est réglé, je ne monterai pas en grade, ou je ne progresserai pas. Alors il y a le plafond de verre et il y a même ce qu'on appelle finalement le plafond de mer, et qui est encore plus une réalité. Alors déjà, quand on commence par la maternité, c'est un premier frein à la carrière. Donc évidemment, les femmes à la tête de familles monoparentales ont déjà ce premier frein-là. Et ensuite, elles ont le second, parce qu'en fait, elles doivent se battre en permanence contre une image, contre des préjugés, qu'elles sont moins disponibles, peut-être moins efficaces, alors qu'en fait, elles ont des compétences que d'autres personnes n'ont certainement pas dans l'entreprise, parce que leur situation les amène à devoir être hyper productives, hyper organisées, hyper efficaces. Et donc l'entreprise, elle gagnerait vraiment à valoriser ces compétences-là et ces personnes et leur laisser toute leur place. Pour être pragmatique, ça veut dire organiser pour le manager quoi? Un emploi du temps, prendre le temps d'écouter ses contraintes, parce qu'il y a parfois le dépôt à la crèche, à l'école, qui est déjà une contrainte, la contrainte du soir. Est-ce qu'on doit réaménager? Et c'est une double question que je vous pose, est-ce que le télétravail est peut-être, j'allais dire, une solution pour une maman solo? Alors en tout cas, certainement que ça va aider beaucoup de femmes.
Après, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, et puis ce n'est pas possible malheureusement dans tous les métiers. En tout cas, c'est leur apporter de la souplesse, de la flexibilité. Et les femmes, en fait, elles sont souvent sacrifiées. Elles se retrouvent à devoir accepter soit des jobs à temps partiel, Bien sûr. parfois elles renoncent même à des promotions. Alors déjà, quand elles ont la chance qu'on leur propose une promotion, parce que c'est quand même... On leur fait pas trop confiance à ces femmes. On leur fait pas trop confiance et on leur laisse pas leur place. Et plutôt que de les porter et de les accompagner et de faire en sorte de faciliter leur quotidien et de les accompagner dans leur carrière, et ben elles sont énormément freinées. Et même si parfois, parce que la monoparentalité, elle ne dure pas forcément toute une vie, parce qu'à partir du moment où la femme va se remettre avec un conjoint, on considère que... On rééquilibre, elle se rééquilibre. Voilà. Ouais. C'est une étape qui va marquer à vie sa carrière, en tout cas si on ne fait pas attention à elle à ce moment-là. Juste un mot, il nous reste un peu de temps. Est-ce qu'une maman solo doit, je dirais, exhiber, mettre en avant sa situation? Parce qu'il y a aussi beaucoup de pudeur chez les mamans solo qui, objectivement, très souvent cachent cette situation. C'est-à-dire qu'elles essaient de courir dans tous les sens en faisant croire que tout va bien et en fait, elles n'osent pas dire qu'elles sont mamans solo. Alors déjà, souvent, elles n'osent même pas le dire dans des entretiens de recrutement parce qu'il y a une discrimination à l'embauche qui est quand même très clair. Donc, un premier pas à faire, ce serait aussi de leur donner plus accès à l'emploi. Et ensuite, effectivement, beaucoup n'osent pas non plus en parler, comme vous l'avez dit, une fois qu'elles sont dans l'entreprise. Et moi, j'ai envie de les encourager à le faire, mais pour qu'elles puissent le faire, il faut que les entreprises créent une culture qui soit suffisamment ouverte et bienveillante pour qu'elles se sentent en capacité de le dire, qu'elles sentent qu'elles vont être soutenues et non pas jugées. Et c'est pour ça que c'est très important de se saisir du sujet, surtout quand on revient aux statistiques et qu'on se rend compte que ça représente plus de 20% des personnes dans l'entreprise, en fait. Le chiffre, un quart des familles monoparentales, je n'avais pas ce chiffre en tête et effectivement, ça représente beaucoup, beaucoup de femmes. Merci Clara d'être venue nous rendre visite. Vous nous dites, et je paraphrase pas, mais valoriser le courage et leurs compétences, c'est ce que vous portez aussi dans votre message. Merci Clara. Merci. Leparquier Lévy, CEO de MTH Coaching. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. On tourne une page et on s'intéresse au secteur bancaire. Oui, le secteur bancaire, il ne va pas si bien. C'est vrai qu'il embauche. Les embauches sont plutôt hautes, plus hautes en tout cas qu'en 2022, mais ça ne compense pas le nombre de départs. Et puis, il y a beaucoup de collaborateurs désengagés qui quittent le secteur bancaire. Que se passe-t-il? On fait un point aujourd'hui avec le président du SNB, le syndicat majoritaire, le syndicat national de la banque. Il est notre invité. Le grand entretien, le cercle RH, un grand entretien aujourd'hui avec le président du syndicat national de la banque, Frédéric Guyonnet. Bonjour Frédéric. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Ça va être l'occasion avec vous peut-être de faire un panorama de la situation des salariés, des collaborateurs de la banque. Syndicat national de la banque, c'est 27 000 élus, si je ne m'abuse. Adhérents. Et c'est le syndicat majoritaire du secteur bancaire. D'abord, un petit mot général sur les chiffres. Ça, c'est très intéressant. La banque recrute. C'est l'agence française de la banque qui le dit. Elle recrute et d'ailleurs, cette année 2023 est très bonne. En revanche, elle n'arrive pas à compenser les départs. Moins 1% dit l'AFB. Comment vous expliquez ça? À une époque, quand vous êtes entré, j'imagine, à la banque, il y avait un côté prestige. On entrait à la banque et on y faisait carrière. Quand on regarde les chiffres, c'est plus le cas aujourd'hui. Oui, alors... Au niveau des chiffres, effectivement, on a eu une année 2023 où il y a eu beaucoup de recrutements. 2022 également. En 2022, on a même une hausse d'effectifs de 2%. On a recruté 49 000 nouveaux salariés. Le secteur bancaire, si on le prend en macro sur une plus longue période, c'est-à-dire sur les 10 dernières années, on a détruit 100 000 emplois. En France, hein, on est bien en France. 100 000 emplois. Effectivement, il y a de la destruction d'emplois. Mais la pyramide des âges fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de recrutement. Il y a du recrutement, on verra les métiers, parce que ça, vous y tenez beaucoup. Il n'y a pas que des conseillers bancaires et des gens au guichet. La banque, c'est des centaines de métiers. Le numérique, on va y revenir. Mais un petit mot, j'ai vu que dans un article sur un site d'information sur Internet, et c'est vous qui l'évoquez, vous dites que la banque de détail ne parvient plus à fidéliser ses conseillers financiers. Source SNB, CFE, CGC. 30% des salariés rejoignant le secteur ont démissionné au bout de 2 ans. Et 60% ne sont plus là au bout de 5 ans. Qu'est-ce qui se passe? On n'y est pas bien dans le secteur bancaire?
Alors, ces chiffres sont aussi les chiffres de l'apprentissage et de l'alternance. Et effectivement, il y a plusieurs raisons pour lesquelles, notamment les apprentis et les alternants restent pas dans le secteur bancaire. Déjà parce qu'ils veulent faire souvent de fois une année supplémentaire d'études et auquel cas, ils nous quittent pour faire cette année supplémentaire d'études. Ils se rendent compte que finalement, par rapport aux attendus, c'est pas ils s'y retrouvent pas. Un pur commercial, il y a beaucoup d'administratifs, il y a beaucoup de réglementaires. C'est clair. Et ils s'y retrouvent pas. C'est pas comme lorsque vous êtes concessionnaire, vendeur de voitures, vous savez que vous allez vendre des voitures. Là, vous allez vendre des produits bancaires, vous allez conseiller aux clients des produits bancaires, mais il y a aussi beaucoup de réglementaires, beaucoup de conformités, beaucoup de choses à faire autour de la vente. On est très certainement un des secteurs les plus réglementés en France. Et ça, du coup, les purs commerciaux ont du mal. Les administratifs, eux, ils ont un peu de mal aussi parce que, mine de rien, il y a quelques objectifs commerciaux. On reste des entreprises commerciales où il faut qu'on puisse être à l'équilibre. Quelques mots quand même, parce qu'il y a eu la crise Covid, le secteur bancaire est resté ouvert. On se souvient de la complication d'accéder à sa banque, mais qui est resté ouvert. C'est un des secteurs prioritaires. Opérateur d'importance vitale. Exactement. Les agressions, j'ai vu que les chiffres de salariés de la banque agressés verbalement, agressés physiquement, avaient progressé d'une manière considérable. Oui. Alors, on est à peu près sur 10 000 incivilités, agressions physiques et verbales déclarées, parce que tout le monde ne les déclare pas, les 10 000 déclarés par an. On souffre d'une mauvaise image depuis plusieurs années. Alors, on a souffert d'une mauvaise image en 2008-2009 lors de la crise financière. Très vite, les Français ont compris qu'il y avait les banques d'affaires et les banques de réseau de détail, et qu'il fallait faire la différence entre les deux. Et puis, pendant la période Covid, on s'est refait un peu une bonne image parce qu'effectivement, vous l'avez dit, les salariés du secteur bancaire étaient là, les banques étaient ouvertes pour pouvoir continuer à faire vivre l'économie, pour que les salaires soient versés, parce que mine de rien, il faut que les personnes qui ne travaillaient pas parce qu'ils étaient confinés chez eux ont quand même été payés parce que nous, on travaillait. Et puis, cette mauvaise image qu'on a nous colle un peu à la peau. Quand il y a eu la période des Gilets jaunes, vous avez bien vu qu'une des cibles principales des Gilets jaunes, c'était les banques. Enfin, les Black Blocs, si je veux être précis, oui. C'est plutôt les Black Blocs qui ciblent les banques en y apposant, en brûlant les distributeurs et en y apposant des tags, si je ne m'abuse. Et on souffre effectivement d'incivilité. Un chiffre comme ça pour nous éclairer, parce qu'on parlait du secteur bancaire sur 10 ans, 100 000 emplois détruits. C'est un chiffre du Financial Times qui est un phénomène mondial, c'est-à-dire que le secteur bancaire détruit des emplois avec un record de 61 000 suppressions de postes en 2023, source du Financial Times. 3 dossiers, et là je m'adresse au président du syndicat. On parle de destruction macro, mais il y a 3 banques. Alors je mets de côté la BNP et le Crédit Agricole qui ont fait d'excellents résultats, qui recrutent et qui ont le vent en poupe. Mais dans le secteur bancaire français, il y a d'autres banques en difficulté. Commençons par la Société Générale, parce que fusion avec le Crédit du Nord, dernière annonce, c'était il y a une dizaine de jours, 900 à 1000 suppressions de postes chez les centraux, c'est-à-dire secteur administratif, sans compter les presque 4000 autres qui avaient disparu déjà dans la première vague. Est-ce que vous êtes inquiet, Frédéric Guyonnet ? Est-ce que vous dites, sur la Société Générale, il y a un point de vigilance ? Alors oui, clairement, on a un point le SNB, le Syndicat national de la banque, a un point de vigilance sur la Société Générale. Alors la Société Générale n'est pas en difficulté, ils sont en constante restructuration. Parce que ça ne revient pas au même. Il y a... difficulté, ça veut dire que voilà, on arrive. Non, ils ont encore des solutions. Donc une des solutions qu'ils ont malheureusement, parce que je dis malheureusement parce qu'on n'était pas pour cette solution-là, mais ils ont effectivement fusionné les réseaux des banques du Crédit du Nord avec le réseau Société Générale, ce qui va permettre à la banque de détruire 3700 postes, puisque vous comprenez bien qu'il y a des doublons. On ne peut pas garder un directeur d'agence Crédit du Nord. Plus les 900 postes. Et après, effectivement, ils font aussi de la destruction de postes. Ils l'ont annoncé dans la presse, 900 postes, un peu plus de 900 postes dans les services centraux.
où là aussi il y a des doublons suite à la fusion du Crédit du Nord, mais pas que. Il y a sur l'informatique, ils ont 3 systèmes informatiques, ils sont en train de regarder pour en faire plus qu'un. Donc évidemment là aussi il y a des doublons, des personnes en triple. Donc du coup. Mais quand je parle de vigilance, point de vigilance, j'imagine que les syndicalistes, les élus SNB sont eux-mêmes très inquiets sur quoi ? Sur l'avenir de cette banque, tout simplement ? Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Non, en fait, la problématique qu'on ressent à la Société Générale, c'est qu'ils réagissent toujours par des mauvaises nouvelles, par une réduction de charges. La réduction de charges, elle se fait où ? Elle se fait sur l'informatique et sur les salariés. Donc elle fait de la réduction d'effectifs, mais on a le sentiment, nous, au SNB, qu'elle n'a pas une véritable politique de développement. Et ça nous gêne un peu. Donc pas de stratégie à long terme. Et elle est évidemment... C'est un sentiment que nous avons. En tout cas, c'est le sentiment qu'a le SNB. Deuxième dossier sensible, et là aussi, on parle de destruction d'emplois, Orange Bank. Alors ça, c'est un dossier dont on avait parlé lorsque vous êtes venu il y a près d'1 an et demi sur l'impact de ces fameuses entreprises du numérique qui pensaient pouvoir révolutionner le monde bancaire, parce que c'était le sujet qui était posé. Aujourd'hui, il y a près de 600 millions d'euros de pertes, entre 500 et 600 millions, et 600 salariés sur le carreau. Alors 600 salariés qui vont se retrouver effectivement sans emploi. Pourquoi ? Parce que Orange a donné son portefeuille de clients à BNP qui n'a pas voulu des salariés puisqu'ils avaient leur propre structure. Et du coup, effectivement, Orange n'a pas réussi son pari de la banque en ligne et en fait, c'est les salariés qui trinquent derrière. D'ailleurs, je profite de cette émission pour faire un appel aux patrons des grandes banques françaises. On a des problèmes de recrutement dans le secteur bancaire, on cherche du personnel. Là, on a 600 personnes qui sont formées sur de la gestion de la clientèle à distance. On a des super téléconseillers, ils ont travaillé avant chez Groupama Bank, puis ensuite chez Orange Bank. On a ces 600 salariés qui sont en attente de trouver un poste dans le secteur bancaire. Je pense qu'ils aiment la banque. Et moi, je fais vraiment un appel aux patrons des banques. Ne laissons pas pointer au chômage. Je pense qu'il y a des potentiels dans ces salariés. Question pratique, vous leur avez posé, et vous utilisez notre émission et Bismarck pour le dire, mais est-ce que vous avez eu des échanges directs avec ces patrons de banque en leur disant ne laissez pas partir ces compétences ? On a des échanges réguliers avec la Fédération bancaire française, donc les grands patrons des grands groupes bancaires français en permanence. Évidemment, on évoque ces sujets d'actualité. Ils sont sensibles aussi à l'avenir de ces salariés. Donc à suivre, en tout cas l'appel a été lancé. Dernier dossier, parce que c'est intéressant d'avoir aussi à travers vous le panorama de la situation de nos banques. Alors celle dont on va parler n'est pas française, mais elle avait évidemment son réseau en France, HSBC. Et là aussi, transformation depuis janvier, réapparaît une nouvelle marque qui est une vieille marque, le CCF. Exactement. Là aussi, je vous pose la question, et vous avez un regard évidemment très panoramique sur ce secteur. Est-ce que, à travers cette création d'une nouvelle banque, est-ce qu'il n'y a pas trop de banques en France ? Alors, il y a beaucoup de banques qui ont disparu depuis quelques années. Des banques indépendantes, il y en a de moins en moins. Il reste, je crois, plus qu'une seule banque totalement indépendante d'un groupe bancaire. C'est la Michel Enchospé qui se trouve dans le sud-ouest de la France. Mais après, toutes les banques appartiennent à des grands groupes bancaires français, dont les 6 gros, vous connaissez, Société Générale, BNP, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, CIC, BPCE pris la main sur et la Banque Postale. Ouais. Un mot quand même sur ce dossier HSBC, parce que c'est un fonds américain, parce que c'est intéressant, on parle beaucoup de souveraineté agricole, parlons aussi de souveraineté sur le secteur bancaire. Alors c'est un fonds américain qui redonne vie au CCF, qui est une vieille banque, Crédit Coopératif Commercial de France. Crédit Commercial de France. Et donc, de nouveau, le CCF va réapparaître dans nos rues, mais c'est un fonds américain qui est derrière. Alors, CCF qui avait une très belle image de marque en France, et qui avait une clientèle très haut de gamme. Banque d'affaires, premium. J'ai rencontré les nouveaux dirigeants du CCF. Je pense qu'ils ont vraiment envie de faire quelque chose en France, qu'ils ne sont pas juste là pour faire une opération financière. D'ailleurs, ils m'ont donné l'exemple de banques qui avaient été repris par ce fonds d'investissement
qui n'allaient pas bien du tout, qui avaient des pertes et qui aujourd'hui sont des banques rentables et des modèles au niveau européen. Donc, écoutez, en tous les cas, au SNB, le syndicat national de la banque, on va suivre ces sujets de très près. Évidemment, on sera en proximité des salariés, mais également, on regardera de très près ce que fait la direction pour éviter qu'il y ait encore là 3700 salariés, puisque c'est le nombre de transférés d'HSBC qui soient en difficulté parce qu'on est face à des personnes qui ne savent pas gérer. Aujourd'hui, je ne le pense pas et en tous les cas, on va suivre ça de très près. Donc, en tout cas, plutôt une bonne nouvelle sur cette relance de marque. Un mot avant de nous quitter, même plusieurs, la féminisation. Je voudrais qu'on voit ce chiffre, parce que c'est intéressant. Quand on était jeune, je l'ai été, c'est plutôt des hommes qu'on croisait. Le métier de la banque était fait. Et on entrait lorsqu'on était un homme. Là, aujourd'hui, 57% des collaborateurs sont des collaboratrices, 57%. Le métier s'est féminisé. Comment vous l'expliquez ? C'est quoi ? C'est devenu un salaire complémentaire du mari, pour parler de famille classique ? On le dit, mais pas que. Je pense que, alors vous l'avez dit tout à l'heure, on est un secteur d'activité où on a plus de 200 métiers différents. On peut faire une véritable carrière dans le secteur bancaire, en transversal ou en hiérarchie. On a un maillage du territoire qui permet aussi de travailler en proximité de son lieu de résidence, notamment en ruralité. C'est la force du réseau français d'ailleurs. Pour une femme parce qu'on est, alors vous avez parlé du nombre de femmes, mais aussi en moyenne d'âge, on tourne autour de 40 ans de moyenne d'âge. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de jeunes mamans aussi avec des enfants et qui ont besoin de pouvoir marier leur vie professionnelle avec leur vie privée. Et je pense que le secteur bancaire, on le permet aujourd'hui, en proximité, avec des horaires qui permettent également de s'occuper des enfants, avec une flexibilité, avec du temps partiel, ce genre de choses, ce que ne donnent pas tout le temps les autres secteurs. Un petit mot, il nous reste 45 secondes, mais le dialogue social se passe bien dans le secteur de la banque, parce que vous êtes en première ligne dans ce dialogue social, vous signez les accords, vous négociez, parfois avec âpreté. Comment se passe le dialogue social dans la banque ? Alors on peut toujours l'améliorer, mais quand j'ai la chance de voir aussi d'autres secteurs que le secteur bancaire, de par la CFE-CGC, je peux vous dire que quand on se compare, finalement, on se rassure aussi. Dans le secteur bancaire, on a un dialogue social d'assez bon niveau. On peut discuter avec les patrons, quel que soit leur niveau, et trouver des solutions, parce que c'est bien beau de discuter, mais si ça sert qu'à parler, non, on trouve vraiment des solutions ensemble. On a encore des choses à faire sur les conditions de travail, parce qu'on est quand même pas mal, vous l'avez dit, avec les incivilités, etc. Sur les salaires, parce qu'on pense aussi que le secteur bancaire, c'est un secteur qui est bien payé. Dans certains parties, le trading, etc., évidemment. Mais ce n'est pas la majorité du secteur bancaire. Donc les fameux conseillers financiers. Merci Frédéric Guyonnet de nous avoir rendu visite, président du SNB. C'était intéressant de faire un point aussi sur tous les dossiers, et puis évidemment des salariés qui sont en attente, et pour certains en souffrance, parce que certains vont devoir, vous souhaitez l'éviter, mais pointer au chômage. Dialogue social, dialogue de source, c'est votre livre que vous avez écrit à 4 mains, qui était un très beau livre, écrit avec un ancien dirigeant de la Banque Populaire, le syndicaliste avec lequel vous négociez d'ailleurs, et vous le racontez dans ce livre. C'est aussi l'histoire du dialogue social à travers votre propre expérience. Merci Frédéric Guyonnet. Merci à vous. De nous avoir rendu visite. On tourne une page, fenêtre sur l'emploi, à la rencontre, et c'est la première fois en exclusivité mondiale que nous allons accueillir non pas un plombier, mais une plombière. Son histoire, son parcours, on l'accueille. Fenêtre sur l'emploi, je vous l'ai dit, nous allons recevoir pour la première fois, on a reçu évidemment beaucoup de métiers, mais pour la première fois nous recevons une plombière sur notre plateau. Une plombière n'est pas une glace, mais c'est le féminin du mot plombier. Et c'est vrai que l'image d'Épinal veut que le plombier soit un homme un peu baraqué qui porte sa musette. Et on accueille Mona Lalanne. Bonjour Mona. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Alors vous assumez totalement ce mot plombière, puisque c'est le sourire de la plombière qui est le nom de votre entreprise. Vous êtes sur Paris, petite couronne, 4 salariés, 3 dont vous, oui. Et c'est-à-dire qu'on est bien d'accord que vous n'êtes pas en comptabilité derrière votre ordinateur. Vous avez la camionnette, le sac,
Et- La camionnette, tout à fait, le sac d'outils, le chalumeau. Et l'ensemble des outils pour permettre de régler le chauffe-eau ou de le réparer. Exactement. Quelques mots d'abord avant de parler de votre métier, qui est un métier très rare, parce qu'on se bat, les plombiers et les plombières. Votre parcours, Bac plus 4, c'est-à-dire dans la mode et dans l'art. Oui, j'ai une maîtrise en mode. J'ai une maîtrise en mode, donc voilà, j'ai un bac plus 4. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'après 10 ans passés dans le secteur du textile et celui de l'art, j'en ai eu marre. J'étais salariée aussi, et un ras-le-bol a fait que j'ai voulu faire un bilan de compétences. Et CAP derrière? Et voilà, et donc le bilan de compétences m'a donné le secteur d'activité du bâtiment, et je me suis renseignée sur les formations dans le bâtiment, et les formations d'adultes, donc des formations un peu plus courtes, et le CAP de plombier. Parce qu'on vous a détecté, j'imagine, une appétence pour le travail manuel. Enfin, j'imagine, ou la construction, pour c'était quoi qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé à faire ce métier et que vous exercez d'ailleurs? Alors le point de départ, c'était que je souhaitais devenir indépendante. Je voulais être ma propre Libre. patronne. Voilà. Et la deuxième chose, c'était de trouver un secteur d'activité où il y avait du travail et dans lequel je pouvais me rémunérer très rapidement. Donc il y avait le secteur de la restauration et celui du bâtiment. La restauration impliquait, à mon sens, trop d'inconvénients, et celui du bâtiment, je ne sais pas pourquoi, mais dans mes recherches, la plomberie, il y avait la soudure, et je me suis dit, si ça ne fonctionne pas, je vais apprendre un savoir-faire et je vais pouvoir m'amuser chez moi à braser le cuivre ou à souder l'acier. Oui, parce que c'est souder l'acier, braser, c'est quand on est plombier, là on travaille Et aujourd'hui, d'abord, vous ne regrettez pas? Vous avez trouvé cette liberté, l'épanouissement que vous recherchiez finalement? Ah mais tout à fait, j'ai une entreprise qui fonctionne, qui marche, je gagne ma vie, avec mon associé, on apprécie de se lever le matin pour aller travailler, donc non, c'est que du positif. On parle d'argent, on dit que les plombiers gagnent très bien leur vie, on entend souvent des parents qui disent, au lieu de faire une filière boucher, t'aurais dû faire plombier. C'est vrai ou pas? Alors, il faut beaucoup je pense que les bouchers aujourd'hui gagnent assez bien leur vie. Parce qu'on n'en a plus de bouchers. C'est ça, exactement. Le bâtiment, lorsqu'on sait travailler, lorsqu'on est responsable, qu'on a de l'expérience, on acquiert des compétences et un savoir-faire qui aujourd'hui est rémunérateur. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Très demandé, oui. Ouais. La porte s'ouvre. Le rendez-vous a été pris, vous, votre associé a pris le rendez-vous, puis tout d'un coup la porte s'ouvre et on a Mona Lalanne qui est devant. Comment ça réagit? Qu'est-ce que les gens vous disent? Alors les clients qui nous appellent directement grâce au nom Le Sourire de la Plombière savent que 80% de chances ça soit une femme qui arrive chez eux, parce qu'on a aussi le troisième est un garçon. C'est un garçon, absolument. Pour tous les clients qui viennent grâce au biais des assurances, ou voilà, ça peut être une surprise, mais c'est toujours Et on vous pose des questions, forcément. Non? Pas forcément. Aujourd'hui, pas forcément. C'est pas si étonnant que ça. Ils sont plutôt agréablement surpris et en joie de voir des femmes dans le milieu. Avant de nous quitter, vous cassez les codes, on est d'accord. C'est aussi ça, par le titre de l'entreprise, parce que vous représentez aujourd'hui sur ce plateau, vous cassez les codes. C'est-à-dire, la féminité n'est pas toujours mariée avec la plomberie, spontanément. Non, pas du tout. On est d'accord. Là, vous me voyez habillée entre guillemets. Mais là, vous n'êtes pas en tenue de. Voilà. Vous n'êtes pas en tenue de. Mais ce matin, avant d'arriver sur votre plateau, le bleu, la musette. Voilà, j'avais le sweat à capuche, le pantalon de travail. J'étais sale. J'ai fait des évacuations toute la matinée. Je sentais pas bon. Oui, parce que c'est aussi ce travail-là. Hein, c'est pas. Ah oui, oui. Et c'est le tuyau PVC aussi, la plomberie. Hein. Oui. Et oui, le fameux PVC. Merci Mona Lalanne d'être venue nous rendre visite. Vous êtes à Paris, Petite Couronne, dans le 10e arrondissement, je crois. Merci de nous avoir rendu visite et de nous avoir fait partager votre parcours et votre passion. L'émission est terminée. Merci à vous. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Merci à Mani à la réalisation. Merci à Saïd au son aujourd'hui. Et merci évidemment à Nicolas Juchat à la programmation. Et merci pour votre fidélité. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.